Alors, compenser, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, ça veut dire remplacer un besoin par un autre. Je suis heureuse, je mange. Je suis triste, je mange. Chaque geste de nos vies peut devenir compensatoire. Écoutez, je suis rendue à 127 paires de chaussures. Ça, c'est à part des bottes. Tu sais, je suis ultra orale. Je fume, 2 paquets de cigarettes par jour. Le même verre de vin ou le même repas, un soir est une compensation, le lendemain, une façon de célébrer la vie. Aujourd'hui, un sujet qui nous concerne tous, les compensations. Les compensations sont une façon universelle de tenter de rétablir et de conserver une sorte de bien-être intérieur. Toutefois, à la longue, ce moyen entraîne malaise et déséquilibre. Pour m'accompagner et nous accompagner dans cette exploration, j'ai invité l'acteur et metteur en scène Claude Lemieux, qui saura nous faire bouger au rythme des compensations. Moi, ce que je trouve, Claude, c'est que les compensations, c'est un sujet terrible. À la fois très intéressant, mais terrible en même temps, parce que touche une affaire tellement délicate, puis c'est vrai que c'est une affaire où les gens s'identifient à leurs compensations. Manger, boire, puis souvent, c'est la seule affaire qu'on a. Alors, je trouve ça tellement... Comment est-ce qu'on peut rentrer là-dedans sans aller dans la culpabilité, sans... Moi, je pense que c'est très, très important, ce truc de ne pas rentrer dans la culpabilité. J'ai l'impression qu'on doit insister là-dessus beaucoup, parce que sinon, on ne trouvera rien. Tu comprends? On ne pourra pas travailler avec les gens. Je suis une fille qui n'arrive pas à contrôler mes fringales. Je mange mes émotions, comme on dit. Je suis heureuse, je mange. Je suis triste, je mange. J'ai rien à faire, je mange. J'essaie de faire attention, mais j'ai beaucoup de misère. Aidez-moi. Je mange parce que j'ai faim. C'est bon. C'est une joie lorsque l'heure du repas approche. Le soir, j'ai le diable à mes trousses car je ne pense qu'à m'empiffrer. Je me retiens souvent. Je compense par des trucs pas trop caloriques, mais je m'en permets plus. Tout peut être compensatoire. Hein? Chaque geste de nos vies peut devenir compensatoire. La bouffe, le sexe, des choses essentielles. Internet, le téléphone. Internet, le téléphone. Le travail. Oui. Ah, tu te dis, ben c'est quoi, là? Je veux dire, est-ce qu'on passe un message aux gens en disant, voilà, vous pouvez plus vivre sans plaisir? C'est vrai que c'est délicat. Mais c'est jamais d'insubstance, au fond. C'est toujours dans le qu'est-ce que je fais avec la substance, comment je m'en sers. Comment, c'est ça. Comment ou quelle conscience tu as de ce que tu fais avec la substance, ou quelle présence tu as au moment où tu es en train de consommer quelque chose. Que les gens mangent trop, qu'ils utilisent le sexe comme ils veulent, ça me dérange pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est quoi la fonction de ça dans leur vie. Et ça répond à ta question de la présence, c'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent devenir présents aussi à la fonction de tout ça? Qu'est-ce que ça comble? C'est comme si je disais à la personne, regarde, là, même si une personne mange beaucoup trop, c'est pas pour rien que tu fais ça. On va aller voir c'est quoi l'intelligence de ça, à quoi ça sert, ça te protège de quoi? Est-ce que c'est si satisfaisant que ça? Est-ce que tu as une satisfaction réelle? Est-ce qu'elle dure ta satisfaction quand tu fais ça? Je suis une femme qui compense à peu près dans tout. La principale est les achats de vêtements et de décorations. Je souhaite qu'un jour, je n'aurai plus besoin de rien. J'ai des vêtements à n'en plus finir. Je compense aussi avec la cigarette et la nourriture. J'ai déjà eu une dépendance à la drogue et au jeu, mais cela est résorbé. J'ai découvert que l'ennui spécifiquement me donne l'envie de manger pour assouvir un vide intérieur. Je dois écouter mon corps pour détecter si vraiment j'ai faim ou si c'est une émotion que je dois apprivoiser. J'ai carrément l'obsession de la nourriture. Lorsque je crois être parvenue à bien la gérer, vlan, n'importe quelle cochonnerie devient permise, faim ou pas faim, et n'importe quand. J'avais une amie qui me racontait qu'elle était critique de cinéma, en fait. Et elle me racontait que des fois, elle allait voir tous les films. Maintenant, c'est plus possible, il y en a 3 à Montréal, mais il y a 15-20 ans, c'était possible. Elle allait voir tous les films, elle allait voir n'importe quoi, parce que c'était devenu juste comme manger des chips, c'était juste se remplir, se remplir, se remplir. Puis elle me racontait comment il n'y avait plus aucun film qui pouvait la satisfaire. Et c'est ça que je trouve qui est dramatique dans la compensation, c'est que dans cette recherche d'intensité-là, presque éternelle, je dirais, d'extase éternelle, tu es toujours en échec, puis c'est là que ça se met à mal tourner, je dirais, l'affaire de la compensation. Parce que je trouve que... Des fois, je dis, tant que ça marche, vous êtes bien chanceux, tu sais. Il y a des gens qui compensent fort, tu sais, puis qui le savent, mais que ça marche encore, ça leur procure encore un bonheur qui les porte. Je dis, tant que ça marche, vous êtes bien chanceux.
Mais à un moment donné, c'est que ça casse. Moi, je trouve que ça casse à un moment donné. Ça t'apporte plus le plaisir que tu en espères, ni l'intensité que tu en espères. Tu continues par habitude, mais là, il y a un désespoir qui s'installe. Ouais. Et là, moi, je trouve, là, on rentre dans la face cachée de l'affaire qui est plus grave, là, qui est plus noire, plus sombre, mais qui est très vraie. Oui, qui est la phase destructive. Hein? Oui, c'est ça. Tu te rends compte qu'il y a une destruction qui est en jeu. Un auto-sabotage, une autodestruction. Je veux comprendre d'où vient ce vouloir de me détruire. J'ai fait la promesse à mon fils de me prendre en main. J'ai fait beaucoup de chemin. Mais il reste encore une partie de moi qui prend plaisir à me prouver qu'elle est encore la plus forte. Je suis un outre-mangeur. Je recherche le pourquoi depuis longtemps. Et entre-temps, je compense et je mange. Quel vide je cherche à combler? Pourquoi toujours défier les règles? Voilà, je désire faire un rapprochement avec moi-même, puis parvenir à me rapprocher un peu plus de mon bonheur sans toutes les dépendances qui marquent mon quotidien. J'ai besoin d'affection et je mange du chocolat. Voici un très bon exemple de ce que veut dire compenser, c'est-à-dire mettre un besoin à la place d'un autre. À travers les témoignages de nos participants, nous allons maintenant observer la nature et la fonction de la compensation, jusqu'à nous rendre compte que nos récompenses finissent souvent par nous saboter. Alors, compenser, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, ça veut dire remplacer un besoin par un autre. Alors, on va aller voir ensemble quels besoins on remplace par nos besoins de nourriture, de cigarettes, de dépenser, enfin, tout peut devenir une compensation. Et pour moi, c'est pas une question de substance, c'est une question de qui fait quoi dans le fond. Hein, parce que le même verre de vin ou le même repas, un soir est une compensation, le lendemain, une façon de célébrer la vie. C'est des attitudes très, très différentes. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Ça vous va? Oui. Je suis une fille qui aime manger, une fille de nature gourmande. Je l'avoue et je le conçois, là. Mais j'ai des problèmes de poids et des problèmes de santé. Il faut que j'apprenne à concilier les deux parce que j'ai un risque de paralysie au bout de ça. Alors, si je fais pas attention à ce que je mange, la paralysie s'en vient, puis j'ai tendance à grignoter à n'importe quel moment. Puis j'ai une bonne alimentation de tous les jours, mais c'est vraiment mon grignotage, ma petite compensation, là, que je pense que c'est une récompense à la fin d'une journée là, qui me joue des tours là-dedans. Là. Oui, c'est ça. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous en comprenez vous-même de votre grignotage? C'est vraiment un besoin que je pense combler. C'est comme un vide que j'ai à l'intérieur de moi, une émotion qui passe, de la joie, de la tristesse. Je me sens seule. N'importe quoi peut devenir un objet de compensation, là, une émotion là-dedans. Puis je m'en rends compte après là, que c'est pas bien ce que j'ai fait, que ça sert pas nécessairement que ça vous sert pas, combler mon besoin. Là. J'en suis consciente, là. Mais il faut que je trouve la manière de gérer ça parce que ça me tente pas de me ramasser en chaise roulante là, à mon âge. Là. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en même temps, il y a une vraie menace au niveau d'une immobilisation. Exactement. Et en même temps, on continue le système. Ça c'est intéressant. On est vraiment au cœur de l'affaire. On le sait qu'on n'est pas en train de se faire du bien, mais on continue quand même. Alors, c'est la puissance du mécanisme qui est étonnante. Mais ça veut dire en même temps que le vide, je l'ai dit tout à l'heure, ça me permet de combler un vide. Ça veut dire que ce vide-là, il est lui aussi. Ça veut dire qu'il y a une intensité aussi forte que la compensation. Si cette peur-là n'était pas là, on n'aurait pas la force de ce mécanisme-là. Plus loin je me souvienne, moi, tout ce que je pense, c'est la nourriture. J'ai l'obsession de la nourriture, ça n'a pas de bon sens. Je perds tout mon temps à penser juste à ça. Puis là, je suis tannée de perdre mon temps avec ça. Alors, quand j'ai vu le thème, j'ai dit « ils vont me donner le secret. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter d'avoir cette obsession-là? » Les compensations permettent de faire face à l'ennui, à l'isolement affectif et à l'angoisse. Elles permettent de survivre, mais finalement, elles finissent par nous enfermer. La compensation a presque toujours un aspect obsessif. Lorsqu'on ne peut plus échapper à cette obsession, la compensation est devenue une compulsion. Là, c'est rendu que j'essaie de gérer mes repas. Là, je dis, bon, on déjeune à telle heure, on dîne à telle heure, on soupe à telle heure. Là, quand l'heure approche, j'ai assez hâte parce que là, je vais avoir le droit de manger. Mais je suis malheureuse avec ça parce que je pense juste à ça, puis j'arrête pas d'essayer de trouver des trucs
pour me permettre de continuer à manger puis arrêter de penser que c'est une obsession parce que j'ai le droit de manger ça. Puis là, je prendrai pas de poids, puis c'est fatigant. Ça me bousille la vie, ça prend toute la place. Diriez-vous que c'est même plus l'obsession qui prend la place que la nourriture elle-même, dans la façon dont je vous entends? Oui, mais quand je pense juste à ça, il faut que je mange aussi. J'achète plus toutes les cochonneries. Quand tu ouvres le garde-manger, puis la pire cochonnerie que tu as dans ton garde-manger, c'est des biscuits soda salés, c'est pas le fun. Fait que là, puis oui, le stress me mène là. Oui. Ça, c'est un fait. Le stress me mène là carrément, mais je me stresse. Je me crée mon stress. Il n'y a pas personne qui pousse. C'est toujours moi, ça, qui me le crée. Donc, vous êtes exigeante par rapport au même, par rapport aux résultats. Vous êtes performante, on pourrait Oui. dire. Alors, je sors du bureau, j'arrive à la maison, puis j'ai l'impression de ne plus avoir d'énergie. Là, j'ai dit, bon, ben, il faudrait que je mange, j'ai plus d'énergie. Mais là, ça, c'est n'importe quoi, parce que c'est comme si j'aurais une trop grande faim quand j'arrive, là, du bureau. Fait que là, je compulse. Tabarnouche, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Aucun contrôle. Aucun contrôle. Il n'y a rien qui m'empêche. Alors, je sais que c'est pas de l'angoisse, je sais que c'est pas de l'anxiété. C'est du stress. C'est du stress. De l'allergie au travail. L'allergie au stress, peut-être. Ça me fait rien que vous arrêtiez de travailler, mais... Ah, la semaine passée, j'étais tellement tannée, je me suis mis à calculer si je pouvais prendre ma pension tout de suite. J'ai dit peut-être que ça serait solution. Non, mais c'est intéressant, cette affaire de stress-là, parce que qu'est-ce qui nous conduit? Moi, je me reconnais dans ce que vous dites, parce que je suis quelqu'un qui est performant et tout ça, mais je me suis rendu compte pourquoi je me mettais dans ce stress-là. Ça, c'était intéressant. Pourquoi j'étais si exigeant envers moi-même? Parce que ça, il y a toutes sortes de raisons derrière de ça aussi. Je peux gérer toute ma vie ma nourriture, mais au fond, c'est une façon d'amoindrir les effets du stress. C'est ça que je suis en train de faire, hein? Parce que la vraie chose dont vous nous parlez, c'est le stress, dans le fond. C'est ça. J'ai pas autant trouvé qu'est-ce que ça cachait, plutôt trouver qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour que ça se produise pas. Ou de mieux gérer, justement, les écarts que je peux avoir dans ce temps-là. Parce que là, je réalise plus quand je me rends à l'armoire que c'est préférable que j'aille pas. Puis là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, là? Je m'arrête, puis je prends plus conscience de qu'est-ce qui s'est passé, de qu'est-ce qui m'a dérangé en ce moment-là. Tandis qu'avant, je réalisais pas, je suis stressée. Bon, ben là, je m'en allais à l'armoire, puis je mangeais. Parce que là, je dis, wow, je reviens d'abord. Non, j'ai pas faim. Moi, j'ai la dent sucrée. Fait que, comme la crème glacée, ça, c'est mon petit ami réconfortant. Maintenant, je suis rendue que je prends conscience quand je suis devant le frigidaire. Parce qu'avant, c'était comme, regarde, je me rendais pas compte, là. J'étais devant, puis ce que j'essaie de faire, je me dis, regarde, Nat, reviens dans 10 minutes. Je me donne juste un petit laps de temps, reviens dans 10 minutes. Bon, fait que, c'est bon, là. Mais là, ce que j'ai découvert, c'est que, admettons que, bon, la journée, le 10 minutes a passé, même 1 heure, même la journée. Là, le soir, je me couche, puis je me rends compte que, bon, j'ai rien mangé, je suis fière de moi. Mais le lendemain, quand je me lève, là, le démon, là, il y en a 3 qui m'attendent en arrière, comme de quoi que tu as réussi ton coup, regarde, on va te démolir ça. Puis c'est ça que j'essaie de briser, puis que je ne sais plus. Pour moi, la compulsion ou la dépendance, c'est toujours lié à inconsciemment chercher à se reconnaître. Vous comprenez? Parce que c'est un système quand même de récompense. Cette affaire-là, c'est un système de se donner la tape dans le dos qu'on n'a pas eu ou le soutien qu'on n'a pas eu, étant jeune ou plus tard et tout ça. Oui, non, je pense que c'est vraiment un système d'auto-reconnaissance, OK? Et donc là, la question, c'est comment est-ce que je vais me donner la permission de me reconnaître moi-même et de ne pas me faire de mal. Et de dire, ça, c'est favorisant pour moi, ça, c'est défavorisant pour moi, peu importe ce que les autres en pensent. Souvent, on a été dans des vies où c'était interdit de penser à soi. Et là, vous avez à faire cette reconnaissance-là par vous-même. Alors, des fois, ça vaut la peine d'aller chercher un soutien thérapeutique ou des choses comme ça, juste pour soutenir cet aspect-là de auto-reconnaissance. Parce que de quoi ce qu'on est en train de parler, c'est de l'autodestruction inconsciente. Mais il ne faut jamais oublier qu'une compensation, c'est une façon de se reconnaître inconsciemment. Moi, à travers l'alimentation, à travers la bouffe, j'ai l'impression, maintenant, depuis peu, et de le faire, j'oserais même dire quasiment consciemment, même si je sais que ça vient de mon oncle. Je suis en train de me suicider. Oui. Et je peux vous dire que mon alimentation actuellement me ramène à de l'insécurité.
Mon insécurité affective, émotive, j'ai été 18 ans pensionnaire. Donc, papa, puis maman, puis tout le kit, puis l'affection, puis... Tout ça, c'est fait, c'est analysé, c'est regardé, c'est braillé, c'est chialé, c'est accepté, puis c'est même aimé. Je suis là. Je ne me comprends pas, là. C'est quoi qui fait que je m'en vais le manger, mon smoke meat, avant de m'en venir tantôt, là, puis je prends pas du médium, hein. Je prends du médium gras, moi. Bien meilleur, le goût, hein, c'est tellement bon. Avec la frite qui va avec, évidemment, OK? Je vais le manger, je suis en train de le manger, puis je me dis, hey, bonhomme, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis diabétique, je me pique 4 fois par jour. OK. OK? Alors, je me pique 4 fois par jour, puis j'ai appris le truc, parce que c'est facile d'être diabétique. Il ne faut pas trop dramatiser ça. Avec l'insuline, quand tu te piques, bon, si tu fais un écart, tu en mets 2-3 gouttes de plus, puis ton taux de sucre est beau, mon taux de sucre est relativement beau. Moi, en bas de 10, je suis heureux. Je mange pas de sucre ou très, très rarement, mais sacrifice, je gloutonne. C'est intéressant, votre entrée de jeu. Vous dites que c'est un lent suicide. Juste ce sentiment-là. Oui, puis c'est lié à l'insécurité. Et ce que j'aime aussi, c'est que quand vous nous dites je l'ai fait, le tour de l'histoire avec papa et maman, là, je l'ai chialé, je l'ai, OK? Donc, ça veut dire qu'on est probablement par rapport à quelque chose qui est ou plus ancien que ça, comprenez? Qui est antérieur, là. On est en face de choses qui sont passées au moment de la naissance, parce que tout le monde, on naît avec des angoisses existentielles. Une angoisse existentielle, pour moi, c'est quelque chose qui appartient au fait d'exister. C'est pas de la faute à papa-maman. On s'attache à nos malheurs autant qu'à nos bonheurs, hein? Et des fois, même un peu plus. C'est étrange comment, des fois, des attitudes comme ça dans nos vies qui sont destructives nous permettent tout à coup de nous rendre compte à quel point on est attaché, justement, à ces aspects destructeurs chez nous. La personne qui sait qu'elle mange trop, c'est pas la même personne que celle qui mange trop. Et là, on a déjà un recul qui me permet, une conscience qui permet déjà d'aller ailleurs et de nourrir autre chose. Et c'est là-dessus que je dois m'appuyer, c'est ça que je dois appuyer aussi. Il y a beaucoup de sages qui vous diraient, c'est ce mouvement-là qui est nécessaire. Ça sert à rien de se battre contre toute cette affaire-là. Mais si vous savez que vous êtes capable de regarder cet attachement-là et de savoir qu'il vous détruit, la chose essentielle est en train de se produire. C'est le détachement et l'observation. Oui, le détachement, l'observation, puis de te dire, tiens, tranquillement maintenant, je vais aller vers les formes qui, moi, me rendent vivant, même si elles ne sont pas reconnues par les autres. Je suis plus dans l'attente du résultat, je suis dans le processus de vivre. La seule émotion qui me fait que j'ai faim, et c'est uniquement du sucré, c'est l'ennui. L'ennui, ça, c'est très intéressant, ce que vous dites là, oui. C'est ça. Mais là, quand vous dites l'ennui, comment vous voulez dire? Voulez-vous dire l'ennui, c'est parce que c'est plate ou l'ennui parce que je m'ennuie de quelqu'un? Si je m'ennuie de quelqu'un. Vous ennuyez de quelqu'un? Oui, c'est plutôt ça. Alors, ça veut dire qu'on est en train de réactiver des choses très profondes qui sont au niveau de ce qu'on parlait tantôt, là, des angoisses existentielles. OK, je suis divisé, je suis seul, je suis mis de côté, hein? Et que probablement que derrière cet ennui-là, il y a une angoisse profonde de solitude qui est en jeu, qui agit. Et là, c'est là que je vais me chercher de la douceur. C'est ça. Comment ça se fait qu'on part d'une pulsion de vie qui est si forte et qu'on rentre dans un système de dépendance? Où est-ce que ça se passe, la bascule de tout ça? Ça veut dire qu'à quelque part, ma pulsion de vie, qui est liée à mes goûts, mes talents, est coupée ou est rétrécie, ou le canal est coupé, ou le canal est barré. Ou... Comment ça se fait que ça se rétrécit? Puis qu'au lieu de compter sur mes propres ressources, je me mets à compter sur la ressource, la présence de l'autre pour m'animer intérieurement, pour me donner, moi, un goût de vivre. Puis, tu sais, alors, comment est-ce que je vais trouver, moi, dans ma vie, les ressources, les environnements, les gestes, les projets qui font en sorte que je sens que l'animation, elle vient de mon intérieur, plutôt que de dépendre de l'autre. Parce que là, je me rentre dans une forme d'attente. Et c'est là que je rentre dans l'autodestruction. Moi, en tout cas, là, je peux dire que j'essaie... Bon, je fais des choses comme des fois un petit peu de méditation, un peu de yoga, ou je vais dans des parcs que j'aime, des choses comme ça. Et je dois dire que dans ces moments-là, je me sens très accompagné, même si je suis tout seul. C'est la présence de la vie que je sens. Prisonnier d'une compensation, j'oublie que j'ai des ressources créatrices. Dans ce qui suit, nous allons comprendre que l'expression de nos goûts et de nos talents est l'une des seules façons efficaces de combattre les compulsions. C'est parce que quelque chose me passionne encore plus que ma compensation que je vais finir par l'abandonner.
Je pense que déjà à l'adolescence, j'avais des problèmes de compensation alimentaire. Je m'empiffrais. J'avais des très bons parents, mais j'étais seule. Et j'avais des sœurs qui sont beaucoup plus âgées que moi, donc qui n'étaient pas présentes. Il fallait que je m'arrange par moi-même. Je me suis mariée jeune, j'ai eu des enfants, puis j'ai tout contrôlé. À travers tout ça, je m'ennuyais quand même. Même le soir, j'étais fatiguée, épuisée, puis j'allais me chercher un bol de chips que je mettais à ma table de chevet avec un grand verre d'eau, puis je mangeais des chips avant de me coucher. Et puis j'avais vraiment l'impression que je venais d'avaler une Valium. J'avais l'impression là, que là, j'étais calme, et puis là, je m'endormais là-dessus, apaisée. C'est sûr que le lendemain matin, j'étais très démolie, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. Mais je le recommençais quand même. J'ai, à un moment donné, pris conscience que je pouvais avoir des problèmes de santé. Et j'ai commencé à changer mes habitudes alimentaires. Je me suis mis aussi à faire de l'exercice. D'ailleurs, j'en fais encore régulièrement, de la natation. Je me lève à tous les jours, pas tous les jours, 3 fois semaine, 5 heures du matin, parce que la piscine est ouverte de 6 heures à 8 heures. Je vais faire mes 60 longueurs de piscine. Je suis très fidèle à ça. Les journées que je fais pas l'exercice, je vais faire de la bicyclette. Je me suis acheté un vélo sur place. Je fais de la bicyclette. Mais je sais qu'au bout de ça, je vais pouvoir manger. Je vais pouvoir... Il faut toujours que je sois occupée pour éviter, justement, de rester chez moi puis de m'ennuyer. J'ai recommencé la chorale l'année passée, mais là, j'ai arrêté pour d'autres raisons. Ça a envie de vous dire 2, 3 affaires différentes. Première des choses, ça serait-tu possible de vous aimer comme ça? Il me semble que je m'aime assez pour faire de l'exercice, continuer. Mais ça, c'est l'autre. Alors, ça m'amène à la deuxième chose que je voulais vous dire. Oui. Arrêtez d'essayer de vous guérir. C'est possible? On va commencer à vivre pour le plaisir de vivre. Des fois, j'ai envie de dire, la Terre, c'est pas un hôpital. On n'est pas venu ici de se guérir, on est venu ici pour avoir du fun à vivre. Alors, y a-t-il moyen de se dire, je vais m'aimer tout de suite, c'est-à-dire, je vais aimer la personne qui est en difficulté à travers tout ça, mais qui est en chemin. C'est un chemin d'amour de vous-même que vous êtes en train de faire. C'est important pour moi que les autres m'aiment. Avec mon enveloppe corporelle que j'ai présentement, je me sens laide, puis je sens pas que... Enfin, je sens pas. Je peux pas dire ça. Je sais qu'il y a des gens qui expriment, qui me disent qu'ils m'aiment, mais ben, des fois, je les crois pas. Oui, c'est parce qu'il y a une blessure profonde à ce niveau-là, OK? Qui est au niveau de la solitude. Vous n'avez pas assez senti ce regard-là aimant, et donc vous n'avez pas pu l'intérioriser. Parce qu'à quoi ça sert le regard de l'autre qui vous dit qu'il vous aime? Il va vous servir à vous dire, tiens, je peux m'aimer aussi puisque quelqu'un m'aime. La chorale, comment vous viviez ça, la chorale? Aimez-vous ça, chanter? Oui. Vous aimez beaucoup ça? Oui, mais je suis une choriste. J'ai pas la voix pour chanter seule. Oh, ça, c'est terrible. Ça serait une autre émission. Mais ce que je veux vous dire, quand je suis en train de chanter dans une chorale, là, je suis dans un mode d'expression qui c'est ma ressource qui vient, qui sort. Et là, je suis dans une place où je peux partager à partir d'une ressource qui vient de moi. La chorale est un lieu où je suis en train de vous exprimer, donc on est déjà moins dans la dépendance et dans l'attente du regard de l'autre, mais on l'a parce qu'on participe ensemble, puis on peut partager le plaisir qu'on a eu à s'exprimer ensemble. OK? Il y a une autre partie de tout ça que vous allez être obligé de faire par vous-même, un certain deuil de l'attente d'être aimé, parce que c'est un besoin sans fond. Il n'y aura jamais assez de personnes. C'est un travail, hein? Non, c'est pas un travail. Il y aura jamais... C'est un deuil. Il n'y aura jamais assez de personnes qui vont vous dire qu'ils vous aiment pour que vous l'entendiez. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ça n'arrivera pas. Donc, j'ai un deuil à faire de ça. J'ai un deuil à faire de ça pour me dire, mais moi, je peux prendre le relais. Maintenant, aujourd'hui, à 33 ans dans ma vie, je réalise que je compense tout avec tout. C'est pas juste la nourriture, c'est tout. Je suis une personne super stressée, très angoissée, insécure. Oui, je vois votre jeu de pied. Oui, c'est ça. Je manque un petit peu de confiance en moi. Vous avez le droit d'être stressée, c'est bien correct. Il y a des compensations que je sais pourquoi je les fais. Quand je suis toute seule ou que je m'ennuie, je vais magasiner. Je dépense, ça me fait du bien. Je suis une personne ultra organisée, fait que j'ai pas de remords parce que ce que je dépense, j'ai le droit de le dépenser, tu sais. C'est là, c'est budgété, c'est correct, tu sais. Organisé. Oui. J'ai des compensations alimentaires quand tout le monde est couché chez nous, là, les enfants, le chum, ben là, je bouffe. Je bouffe des cochonneries, le sac de biscuits, le plat de crème glacée. Ça, j'arrive à savoir, tu sais, ça, quand je m'ennuie, quand je suis toute seule, je fais telle affaire. Mais j'ai plein d'autres compensations. Je ronge mes ongles,
sais, je suis ultra orale. Je fume, 2 paquets de cigarettes par jour. Je suce encore mon pouce. J'ai une doudou que je traîne partout, qui est dans mon sac, là. Puis je réalise avec les années que ça empire. Tu sais, je continue tout le temps à... Je sais pas, à chercher des ailes ou à... Ouais, à compenser avec... à compenser, je sais pas quoi, là, mon insécurité, peut-être, avec un paquet d'affaires, là. Donc, ouais. Est-ce que vous vous rappelez comment ça a commencé? Ben, dans ma famille, il n'y avait pas de discipline du tout, là. Tu sais, c'est une journée, c'était oui, une journée, c'était non, selon ce que ma mère filait, là, tu sais. C'était correct si je demandais de quoi. Puis, le lendemain, la même affaire, ben là, elle voulait pas ça. Elle tentait pas, elle était trop fatiguée, elle avait pas le goût. Fait, non, j'ai dit non, pourquoi, maman? Fait, j'ai l'impression que ce manque de discipline-là dans ma vie, ben ça m'a apporté énormément d'insécurité, mais grandissant tout le temps au fil des années, là, c'est ce que j'en suis venue quand je me questionne, à me dire, là. Ce que je réalise, que ce que mes parents faisaient avec moi, j'ai tendance à le reproduire avec mes filles, tu sais. Puis là, je vois ma plus grande qui est comme... C'est mon petit portrait à moi, là. Ma petite fille de 8 ans. Puis je dis, oh non, mais dans quoi est-ce que je l'embarque là, elle, tu sais? Puis c'est ça. C'est ça. J'ai plein de dépendances, là. Ça n'a pas de bon sens. Comment vous faites avec tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quand j'y pense pas, ça va bien, tu sais. Tu sais, je me posais pas de questions, là, avant. Bon, je fume, je suce mon pouce, c'est correct, tu sais. Pourquoi boire? Pour me sécuriser, sûrement, ben, c'est correct, tu sais. Mais là, aujourd'hui, je réalise, justement, tu sais, qu'il y en a beaucoup de trucs, là. Je suis super stressée, j'arrive comme pas à canaliser cette énergie-là. Fait que je la passe sur des mauvaises affaires, tu sais. Pour me donner confiance, je vais prendre une coupe de verre de vin, tu sais, avant de voir des amis, ben, tu sais, je vais boire 2-3 verres de vin, je suis comme, tu sais, ça roule moins, là, la souris roule moins dans ma tête, je suis plus... Là, on l'a, tu sais, t'as la pulsion de vie, là. Elle, ce cachait, c'est ce que je disais tantôt, une aventure où on s'ennuie pas. Ah oui. OK? Ça veut vivre. Alors, c'est pas ça qui est pas juste dans l'histoire, OK? C'est que les façons dont on a trouvé de la satisfaire nous fait mal, nous détruit, ne nous permet pas de vivre. Ça nuit à notre vie. Vous soulevez aussi un aspect qu'on n'a pas encore parlé ici, c'est l'aspect de comment je résiste à ce qui monte en moi. OK? Parce que ce dont vous parlez, c'est un manque d'expérience parentale. OK? C'est-à-dire c'est un manque de... Vous n'avez pas été assez parenté d'une certaine façon. Alors, c'est vous qui devez le faire maintenant. Alors là, c'est comment je vais être assez conscient de moi-même, positionné vis-à-vis de mon intérieur pour dire non, on s'excuse, mais on a essayé ça et ça marche pas vraiment. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer d'autres choses. Vous me suivez-vous quand je sais ce que je suis en train de dire? Je vais devenir quelqu'un qui a le droit de dire oui ou de dire non à ce qui vient de l'intérieur. Je vais accepter d'avoir plus de maîtrise par rapport à ce qui se passe en moi. J'ai eu beaucoup de compulsions dans ma vie ou beaucoup de compensations, de dépendance, appelez-les comme vous voudrez. Mais moi, tout ce que j'ai arrêté, ça a toujours été de façon très drastique. C'est la mort. Alors, drogue, overdose, 52 heures dans le coma entre la vie et la mort. J'ai arrêté la drogue. Sexualité, on n'a pas abordé, mais sexualité, j'ai arrêté. Ça m'a amené à des complications gynécologiques. Nourriture, alors la santé, cholestérol, diabète, début. Hein, vous êtes sur le début de... Alors, j'ai arrêté de compenser. Mais je peux pas mourir du magasinage. Dans le groupe des 8 personnes, j'étais la seule qui parlait de sa compulsion au niveau du magasinage. Mais je me suis rendu compte que j'ai transféré les compulsions que j'avais antécédemment au magasinage. Écoutez, je suis rendue à 127 paires de chaussures. Ça, c'est à part des bottes. Alors, c'est vraiment à l'extrême. Des vêtements, je peux être assis 45 minutes devant mon garde-robe à savoir qu'est-ce que je vais porter parce que j'ai trop de vêtements. Et je me suis souvent surprise à me coucher puis à prier de dire quand est-ce que j'aurais plus besoin de rien.
ça m'a amené à raconter des mensonges parce que je touchais à la culpabilité des achats que je faisais. Mon copain, on allait à une soirée, un cocktail, il me disait « Ah, c'est nouveau. » Ben non, ça fait tellement longtemps que j'ai ça. Ah, j'ai pas payé cher. Ça, c'est en spécial. Ça, puis là, depuis que Winners est arrivé, écoutez, je suis dans la merde jusqu'au cou. Toutes les Winners de Montréal, je les connais. Les gérants de magasins m'appelaient pour dire qu'il y avait des nouvelles arrivages. Là, à un moment donné, tu te dis, mais c'est quoi je vais chercher là? Mais j'ai une satisfaction. Au niveau neurologique, je le sais que j'ai un high épouvantable qui est similaire à l'orgasme. C'est clair. Ah oui, moi, je viens les mains moites, surtout les chaussures. J'arrive chez Brown, j'arrive n'importe où, je me mets le pied là, j'ai une sensation d'être quelqu'un. Oui, c'est ça. OK. Vous l'avez trouvé, la source. Oui, j'ai chaud, là. J'ai mis une blouse. C'est comme si j'ai l'impression d'être devant quelqu'un qui a besoin de faire un spectacle de cette vie-là, et un beau spectacle de cette vie-là. Et j'avais envie de vous dire, on a le droit d'être comme ça. Parce que toute la question, c'est est-ce que mon paraître est une défense contre le regard de l'autre qui pourrait m'attaquer, me voir et tout ça, ou est-ce que mon paraître est vraiment une expression de mon être intérieur? C'est deux formes de paraître très différentes. Puis j'ai développé quelque chose de très intéressant par rapport aux vêtements et la décoration. Maintenant, je fais mes vêtements, je les dessine et je fais la décoration. Je fais les rideaux et tout ça. C'est ça qu'elle est ma question, là, c'est ça. Alors, là, il y a une expression qui est en jeu, ouais. Je rentre dans une affaire qui est tellement bonne qu'elle, là, elle me fait pas mal, elle rend service aux autres, elle m'exprime, je suis dans les couleurs, je suis dans les formes, puis je n'ai assez à acheter pour savoir ce que c'est, puis de connaître les mouvements, puis la mode, puis tout. Mais vous êtes en train de la canaliser ailleurs. Parce que ça, là, c'est le secret derrière toutes les compulsions, c'est est-ce que je crois à mon talent créateur? Et de trouver des projets créateurs qui nous font vivre et qui font que de temps en temps, j'oublie ma compulsion, que même je l'oublie complètement. Vous savez que vous êtes en train de gagner une partie de l'affaire sans avoir combattu contre la chose. Maintenant, on va faire une espèce de jeu. Je vais commencer par demander à une personne, s'il y a une personne qui veut commencer à nous parler de sa compensation. On va essayer d'explorer la compensation. Qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qu'il y a derrière la compensation? Quel besoin est caché derrière ça? Quelles peurs peuvent être cachées derrière ça? Moi, c'est avec la bouffe, la crème glacée en particulier. Oui. Des fois, je vais pas bien physiquement, je suis fatiguée. Je suis colérique parce que j'accepte pas le fait d'être emprisonnée dans mon corps. Un des problèmes centraux de nos vies est que nous sommes possédés par nos blessures et par nos peurs. Dans cet exercice qui porte sur les compensations, Claude Lemieux utilise 3 chaises. Celle des blessures, celle des peurs et celle d'une guérison possible. Ainsi, les participants peuvent distinguer différentes parties d'eux-mêmes et ouvrir la voie de la transformation. Bon, vous dire, là, je sens même plus le plaisir de manger. Okay. Mais qu'est-ce qu'il y a comme appel? C'est quoi l'appel? C'est pas le plaisir, mais l'appel. De remplir un vide. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça te fait, la nourriture? Ça calme quand même quelque chose si tu continues à retourner, oui. C'est ça, ça comble un vide. Oui. On dirait qu'il faut que je mange, je me sens... On dirait elle me comprend quand je la mange, que bon, j'ai besoin de remplir quelque chose. Oui, ça te remplit. Oui. Ça bourre. Oui. Même si c'est pas particulièrement agréable, ça bourre. Non, c'est pas agréable. Ça remplit. OK. Oui, ça remplit. Je suis rendue que ça m'apporte même plus une satisfaction. Là. Et au moins, elle te demande rien. Non. Okay. Mais elle m'appelle souvent, par exemple. Je sais pas comment qu'elle fait, là, mais elle m'appelle souvent. OK. Est-ce que ça résonne quelque chose chez les autres? Oui. Est-ce qu'on va continuer le jeu avec... Si tu veux, je vais te demander juste de te tenir derrière. Qu'est-ce qu'il y a comme peurs qui peuvent être attachées, justement, à ces besoins? OK. Quelqu'un veut jouer les peurs? Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, pour les peurs, c'est la peur d'engraisser à travers de ça. La peur que mon chum me voie, parce que je le fais à cachette aussi. La peur que pour une fois, il me trouve pas forte, parce que c'est vrai que on a tout le temps pensé que j'étais forte, et puis je suis tannée, moi aussi, de me battre. Je compense par la nourriture. Qu'est-ce qui serait la peur derrière ça?
Je sais vraiment pas. Peut-être que quelqu'un d'autre a une idée. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée de venir sur la chaise des peurs? J'ai peur de manquer. Ouais. J'ai peur de continuer à avoir faim. J'ai peur de ne pas être rassasié. J'ai peur de ne pas être satisfait. Comme ça a toujours été, d'ailleurs. Juste venir t'asseoir là. Juste laisser venir ce qui vient dans toi. Qu'est-ce qui est juste par rapport à la guérison? Quel est l'élan créateur qui est là, qui veut s'exprimer et qui peut être aidant? Juste laisser venir ce qui vient dans le fond. C'est sûr que depuis manger, ce serait une grande victoire pour moi. C'est pas juste le fait de manger, c'est de trouver la paix. Comment tu pourrais te nourrir psychologiquement pour te permettre de trouver cette paix-là que tu cherches? Je pense l'amour de moi-même. Plus acceptante de toi-même. D'arrêter de vouloir d'être mince, de vouloir être la norme. Si on met ça en positif, qu'est-ce que tu voudrais être? Ah, mon Dieu. Je suis contente de ma vie en général. Être une bonne mère pour mon fils, c'est beaucoup mon fils. Je sais pas, être une bonne personne en général. Je pense que ça serait bien. Bien. On poursuit quelqu'un d'autre? Je suis arrivée dans un couple 17 ans après leur mariage. J'étais à la crèche Diouville. Et pendant des années, mes parents voulaient adopter un enfant, mais ce qui a fait que ça a pris tant de temps, c'est que mon père voulait un garçon et ma mère voulait une fille. OK. Continuez à parler. On va juste... On est dans la chaise des blessures, là. Oui, c'est ça. Tu pensais? Oui, continue. Continue ton topo. C'est ça. C'est juste que je veux juste... C'est ça. Continue. On tournera à la chaise des peurs. OK. C'est correct, c'est normal aussi qu'on... Puis là, mon père a toujours voulu un garçon, ma mère toujours une fille. Puis ils m'ont choisi. J'étais la seule enfant sur 2000 enfants à Crèche-Diouville en 1964 qui marchait. Et j'étais physiquement pareil comme un garçon. J'avais pas de cheveux. J'étais très, très, très tomboy. Laisse-toi vivre l'émotion. Oui. Complètement. Mais j'avais le sexe d'une fille. J'avais une vulve. Et mon père, il dit... C'est elle que je veux parce que c'est un vrai petit gars, pas de poche. Alors, ils m'ont choisi. Alors, toute mon enfance, ça a été de être un homme et une femme à la fois. Des cours de karaté, ceinture noire en taekwondo. Et des ballets classiques. J'ai fait des années chez des Toussaint, ballet jazz et ballet classique. Fait que mi-homme, mi-femme. Quand j'étais avec mon père, j'étais un gars. Puis quand j'étais avec ma mère, j'étais une fille. Puis... Alors, ma mère est décédée d'une façon très tragique quand j'ai eu 16 ans. Et je me suis retrouvée toute seule avec mon père. Finalement, à l'âge de 40 ans, quand mon père est décédé, je suis devenue une femme. J'ai pas eu d'opération, il est pas peur. Je suis devenue une vraie femme. Et de là, mes achats compulsifs ont été de plus en plus. Où ça a été mes chaussures et mes vêtements très féminins, mes sous-vêtements. Je suis devenue de plus en plus... femme, je me suis sentie femme. J'ai senti cette femme-là qui était en dedans de moi, qui était tout le temps de côté, tout le temps surgir en moi, se réveiller. OK, tu peux parler de la peur maintenant? La peur. La peur d'être rejetée, la peur d'être abandonnée, la peur de tout, la peur de ne pas satisfaire, de toujours... dans tout, mais dans mon métier que je faisais, c'était ça. C'était la peur de ne pas pouvoir accomplir. Des fois, je me tape sur la tête, disais que j'étais pas assez bonne, mais il y a des moments où je dis, ben non, voyons, j'étais excellente, j'étais extraordinaire, mais par rapport à moi, ça me prenait trop de jus, ça me prenait trop d'énergie. Oui, j'ai une proposition pour toi. Oui, Oui. Je te proposais de parler à Guylaine qui a peur de ne pas être à la hauteur, de lui parler au-dessus, de t'adresser à elle et de lui dire, toi, de Guylaine qui a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir assez sauvé, de ne pas avoir assez bien fait, qu'on est obligé d'être un petit gars quasiment jusqu'à l'âge de 40 ans, qu'est-ce que tu as à lui dire à cette Guylaine-là? Elle est devant toi. Qu'est-ce que tu lui dis? Bien, c'est ça, Guylaine, permets-toi d'être... de te respecter dans tes limites, de te respecter dans tes choix.
Puis je pense que tu as commencé à faire un grand pas parce que tu as choisi de changer de profession. Finalement, ça veut pas dire que t'es pas bonne. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui t'attendent ailleurs. Puis, tu sais, Guylaine, tantôt, M. Corneau, il t'a dit quelque chose, hein? Il t'a dit, pourquoi tu vas pas chercher dans la création? Puis ça, ben Guylaine, tu devrais t'arrêter un peu puis d'y réfléchir parce que c'est pas la première personne qui te le dit. Puis, pense-y bien, parce que t'es bonne. Quelqu'un d'autre? T'es prête, Isabelle? Hein? Ouais, donne Isabelle est prête, oui. Ouais. On est avec toi. Pendant l'exercice, moi, je pensais à la dernière compensation qui est arrivée dans ma vie, c'est le vin. Quand j'étais enceinte de ma dernière, il y a 3 ans, avant 3 ans, donc j'ai commencé à boire du vin rouge. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'être dans ça? Pas me poser question, oublier. Oublier quoi? Oublier que j'ai passé mon adolescence à me dire que ma mère, elle me comprenait pas. Puis que là, je passe mon temps à pas comprendre ma fille à moi. Tu t'es pas sentie comprise quand tu étais adolescente, puis t'as peur d'être en train de répéter ça avec ta fille. Mais je le répète avec ma fille. J'ai passé vraiment toute mon adolescence à tellement pas vouloir être comme ma mère, là, à tellement pas la comprendre dans ses obsessions de ménage, puis de contrôle freak. Puis là, maintenant que c'est moi qui est mère, je fais pareil, mais je le sais que je fais pareil. Qu'est-ce que tu peux nommer cette peur-là? Parce qu'il y a quelque chose, là, il y a une peur, hein? Il y a une angoisse. Un cercle vicieux que je veux briser. Ma fille, Chloé, c'est moi tout petite. Elle est contestataire comme moi. Tu sais, je la regarde aller, puis je la vois, moi, plus tard aussi. Puis je me dis, Caroline, elle va être pognée avec les mêmes angoisses. Elle est stressée comme moi, c'est une petite hyperactive. Elle me stresse, la petite bonhenne. Je la regarde aller, puis bouger tout le temps, puis elle parle tout le temps, puis elle prend toute la place, puis elle chiale, puis elle broye. Puis moi, ben, je suis pas constante dans ma discipline avec elle, puis je fais comme ma mère, puis on se chicane, puis qu'est-ce qui va crier le plus fort, puis qui va avoir le dernier mot, puis je me trouve donc nounoune. Fait que je fume plus, je bois plus, je dépense plus. Isabelle? Je sais plus. Oui? Elle est où la chaise de la porte? Elle est ici, la chaise de la table. OK. On va écouter encore. Et Isabelle? Chez Isabelle, hein? Oui. J'ai été chez Weight Watcher, perdu du poids. J'ai peur que ma fille aille à se battre dans son futur, qu'elle aille à confronter des réalités que j'ai vécues, qu'elle ait à se débattre avec des dépendances. Ça me fait peur qu'elle vive ça, ma fille. Parce que je sais dans quoi, moi, j'ai souffert dans ça. Moi, je souffre encore dans ces dépendances-là, puis dans ces compensations-là. Puis moi, ce que je veux pour mes filles, que ce soit Chloé ou la petite, ben je veux juste qu'ils soient bien pour leur avenir. Ma peur, c'est ça, c'est qu'ils soient pas bien. Je proposerais qu'on aille sur la chaise de la guérison. Moi aussi. Oui. Ça, le sais. Moi, j'aimerais ça que tu lui parles à Chloé, que tu lui dises ce que tu as vraiment à lui dire avec ton cœur. Je m'excuse de pas être patiente avec toi, puis de te crier après des fois pour rien. Chris, arrête de venir me chercher de même. Entre Chloé et moi, on dirait que c'est la bataille constante de qui va chercher l'autre le premier, puis le plus fort, puis qui va avoir le dernier mot tout le temps, tu sais. Mais Chloé, maman te comprend, je suis comme toi. Mais je t'aime beaucoup, ma belle, puis je vais essayer d'inverser ce processus-là, là, mais maman travaille fort, fort, fort. Je sais que toi aussi, tu fais beaucoup d'efforts. On va s'en sortir, là.
Depuis cet atelier-là, je me suis assise avec ma fille à plusieurs reprises pour discuter de moi, de ce que j'avais vécu avec ma mère. J'en avais jamais vraiment parlé, mais à 8 ans, on comprend bien les choses. Je me suis remis, moi, elle est pareille comme moi, ma fille, donc je me suis remis, moi, à son âge à elle. J'en faisais des affaires, j'en comprenais, prête, tu sais, pour ça. Fait que on a beaucoup discuté de mon passé, de ce qui m'amenait à être comme je suis, pour pouvoir peut-être avoir son pardon un peu plus vite, là. Puis là, on travaillait ensemble, les deux, à essayer de plus s'attaquer puis de s'autodétruire mutuellement, là. Vivre sa vie à son rythme, goûter à sa vie, en jouir, se parler, se respecter, apprendre à s'aimer, ce sont toutes là des façons efficaces de lutter contre nos compulsions. En définitive, il y a une chose essentielle dont il faut se rappeler. Par les malaises qu'elles provoquent, nos compensations nous invitent à répondre de façon plus juste à notre pulsion de vie, à notre goût de créer.